Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. Aujourd'hui, nous recevons Abdraman Oumarou, ancien député et habitant de la commune 5. Avec lui, nous allons parler des inondations qui ont bouleversé le quotidien de beaucoup de Nigériens. Mais avant de revenir à lui, retenez que le Modern Lumana a organisé hier à Dosso les 3e assises de la conférence nationale du congrès ordinaire couplé à l'investiture de Hama Amadou comme candidat aux prochaines élections présidentielles. D'autres précisions avec Ismaël Moumouni et Khalid Bourema. C'est en terrain conquis que le principal parti de l'opposition a effectué les travaux de la 3e conférence nationale et du congrès ordinaire couplé à l'investiture de Hama Amadou. En présence des huissiers, 250 délégués présents sur 282 et 799 présents sur 882, respectivement, aux assises de la conférence et au congrès ont à l'unanimité renouvelé leur confiance au SG du parti et aussi placé Tahirou Seydou Dipark Fin à la tête du Modern Lumana. Vous m'avez élu, Inch'Allah, je ne veux pas vous décevoir. Inch'Allah, on va respecter les textes du parti. Inch'Allah, on verra tout ensemble. Maintenant, pour ce qui s'est passé ce matin, il faut que le pouvoir fait, le pouvoir n'a qu'à savoir que nous sommes des Nigériens. Nous n'allons plus continuer. Nous ne sommes pas des esclaves. Nous n'allons plus continuer à accepter ce qui se passe de faire. Eh bien, ils n'ont qu'à se préparer. Nous avons fait un congrès. Si ça fait 2 fois qu'on fait un congrès, on a fait une conférence, ça a été invalidé. Et la preuve, nous l'avons eu ce soir. Mais si ça continue, eh bien, on va se battre. Parce qu'on ne va pas tomber les autres. Nous sommes des Nigériens. Si vous ne voulez pas qu'on soit ils le disent. Donc c'est pourquoi, chers militants, il faut que vous tranquillisez et il faut qu'on se prépare. L'humiliation, ça suffit comme ça. Après les assises, les militants se sont rendus à l'arène de lutte traditionnelle de Dosso pour accueillir Hama Amadou, candidat investi aux élections présidentielles au titre du parti. Merci infiniment pour cette mobilisation. Vous venez de démontrer votre attachement aux idéaux du parti. Malgré que certains pensent que Lumana n'est plus comme avant, votre détermination vient de prouver que nous sommes encore nombreux et plus que jamais déterminés. Je vous invite à une mobilisation pour une victoire aux prochaines élections. Pour être président, il faut être nigérien. Mon père et moi sommes tous nés à Yuri, ce qui fait de nous des Nigériens. Alors, inutile de penser que je suis inéligible. Plusieurs décisions ont été prises au cours de ces travaux, dont l'élévation de Hama Amadou comme autorité morale du parti. Les congressistes ont également exclu du parti Lampo Suleiman, Madame Akounou Hadiza et les 5 autres militants auparavant suspendus. Abdraman Oumarou, bonsoir. Bonsoir. À Niamey, le débordement du fleuve Niger a occasionné de fortes inondations dans le 5e arrondissement. Selon vous, est-ce que le gouvernement a mis en place un système correct de gestion de cette catastrophe? Je vous remercie, M. Sissé. Ce que nous avons vécu au niveau du 5e arrondissement, et on ne trouve même pas les mots pour l'expliquer. Je pense que les Nigériens ont suivi, ont vu ce qui s'est passé de l'autre côté de la rive, des familles en détresse. Nous ne trouvons pas de mots vraiment. Les populations sont en ce moment entassées dans les écoles. Mais pour revenir à votre question, est-ce que réellement l'État a joué sa partition? Je ne pense pas. Je ne pense pas. C'est vrai que il y a eu 2 visites du chef de l'État. Parce que quand on parle des inondations, il ne faut pas oublier qu'à Saga aussi il y a eu des inondations. Au niveau d'Arobana, le chef de l'État est allé constater au niveau du second pont. Mais ce qui a suivi n'a pas vraiment
n'était pas aux attentes des populations. Parce que c'est vrai que ce qui a un peu sauvé la commune, c'est les bonnes volontés qui quittaient la rive gauche pour aller de l'autre côté, pour faire des dons, pour apporter leur soutien à ces populations. Mais l'État, je dirais que l'État vraiment a failli dans la gestion de cette catastrophe. Et je pense que les indicateurs étaient au rouge parce que avec les prévisions de la météo, avec comment on appelle ça, l'état de la digue, je pense qu'ils auraient pu anticiper quand même pour protéger un peu les populations quand même. Maintenant, comment faire pour arrêter la récurrence des inondations, pour l'essentiel causées par le débordement du fleuve Niger, surtout qu'on accuse les populations d'être têtues au point de vouloir continuer à vivre dans le lit du fleuve? Bon, ça me fait sourire quand on traite les populations d'être têtues. Vous savez, il faut se référer à l'histoire. Et c'est ce que je dis souvent, les autorités de Niamey, au lieu de prendre le micro et se mettre à parler au nom de la commune, ils auraient dû approcher les chefs de village quand même de la commune 5. Je pense que des anciens sont là pour leur relater, pour leur raconter quand même l'histoire quand même du lit du fleuve. Moi, j'habite à Nongharé, nos parents sont nés là-bas, mais c'est les anciens, personne n'a vu quand même le fleuve déborder jusqu'à arriver à ce niveau. Et je pense que quand on regarde l'historique de Harobada, il n'y a que peut-être ceux qui habitent à côté de la station Total qu'on appelle Bangisto, un peu qui sont peut-être installés, je dirais peut-être dans le lit du fleuve, et ceux de Zermagandey. Parce que vous savez, moi j'habite Nongharé, en Peul, Nongharé veut dire presqu'île. Donc on sait déjà que c'est une presqu'île, c'est-à-dire qu'il y a le fleuve par là, et de l'autre côté, c'est-à-dire que derrière les MIG, c'est un bras aussi du fleuve. Donc le fleuve, les eaux continuent et traversent la Grimette pour aller donc se déverser dans le fleuve. Donc dire que les populations sont têtues, vraiment, ça me fait sourire. À la Mordée, l'eau est arrivée jusqu'au niveau du chef de canton. Et quand on parle du canton de la Mordée, quand même, c'est pas 1960 quand même. Le canton, c'est un canton vieux de quand même fin 1700, 1800. Quand même, quand on dit que nous sommes têtus, ça me fait un peu sourire. C'est que c'est un phénomène qui est arrivé. Et vous êtes journaliste. Vous avez vu, c'est un peu partout dans le monde. Au Soudan aussi, c'est des inondations. En Libye, c'est des inondations. À la Mecque, il y a eu des fortes pluies. Donc, c'est peut-être le réchauffement climatique qui est en train de donner peut-être tout cela. Et ce que moi, je pourrais dire, c'est que si la digue était vraiment bien faite, il n'y aurait pas eu peut-être ces dégâts. Et je m'excuse, je ne vais pas attaquer quand même la société qui a eu à le faire, mais je pense que l'État n'a pas mis du sérieux quand même en donnant le marché, parce que généralement, pour ces genres de travaux, on donne à des sociétés qui ont l'expérience de la chose. La preuve, quand ils ont voulu faire leur UA, ils n'ont pas donné à ces sociétés pour leur faire le Radisson. Ils n'ont pas donné à ces sociétés pour leur faire l'aéroport. C'est des sociétés qui ont amené leur savoir-faire et qui montrent quand même preuve à l'appui qu'ils ont eu l'habitude de faire ce genre de travaux. Donc moi, je pense que la digue, ils auraient pu aussi donner vraiment à d'autres sociétés qui ont l'habitude de le faire, peut-être des compagnies étrangères qui sont dans des pays où ils sont habitués à ce genre de situation d'inondation. Donc voilà moi ce que je voulais dire. Mais pour la solution, il faut, donc, à part la digue qu'il faut refaire, une digue route, il faut essayer de voir aussi comment désensabler le fleuve, parce que ça aussi c'est un gros problème. Et essayer aussi peut-être de voir peut-être avec les riverains, comment peut-être avec les jardins essayer de se protéger un tout petit peu. Mais je pense que s'il y a une très bonne digue, il ne peut pas y avoir de problème au niveau du 5e arrondissement et au niveau de Saga. Sur un autre plan, qu'est-ce qui vous a poussé à quitter l'Assemblée nationale et quelles sont vos perspectives politiques? Je pensais qu'on allait juste parler des inondations. Bon, mon départ de l'Assemblée, c'est un choix personnel. Vous savez, je me suis toujours dit que la meilleure manière de faire de la politique, c'est d'être constant.
Je pense que vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous me suivez partout depuis que je suis arrivé à l'Assemblée nationale. Donc j'ai toujours dénoncé certaines choses. Et aujourd'hui, je ne dirais pas qu'on nous a pris la main dans le sac parce que nous ne savions pas si ce qui s'est passé nous allons être responsables de cela. Vous devrez savoir qu'il y a une loi qui a été envoyée au niveau de la Cour constitutionnelle. La Cour a rejeté la dite loi et entre-temps, il y avait des indemnités que les députés percevaient que la Cour a estimé que c'est pas normal, je pense. Donc voilà un peu ce qui a fait que j'ai déposé ma démission. Mais dans ma lettre, c'est surtout ce qui a surpris beaucoup de personnes, disant que je n'ai pas mis de motif dans la lettre. Bon, je pense que la lettre, elle est adressée à un collègue qui est le président de l'Assemblée nationale. Je voulais juste l'informer que je quittais l'Assemblée nationale. Je n'ai pas à me justifier. Je pense que je dois me justifier auprès de ceux qui m'ont élu. Donc, je dois me justifier auprès du peuple. Et je le ferai au moment opportun pour très bien expliquer. En ce moment, nous n'avons pas la tête à la politique ou à ce qui se passe au niveau de l'Assemblée nationale. De toute façon, ce n'est pas nouveau, tout le monde sait ce qui se passe là-bas. Aujourd'hui, nous sommes vraiment stressés. Nous pensons aux populations sinistrées. Nous pensons à comment trouver des solutions pour ces familles. Donc voilà pourquoi je n'ai pas trop communiqué par rapport à cela. Et je pense que ce n'est pas important. Le plus important pour moi, je l'ai fait, je suis parti. Et puis bon, voilà quoi. Et puis je pense que j'ai été fidèle à ma ligne que je me suis tracée. Et puis voilà. Donc voilà pourquoi je suis parti. Alors très bientôt se dérouleront les élections générales dans notre pays. Alors comment faire pour avoir des élections apaisées qui ne puissent pas être source de crise post-électorale? Bon, avoir des élections apaisées, c'est très simple, Monsieur Cissé. C'est organiser des élections libres et transparentes. Voilà. Il faut qu'il y ait vraiment des élections qui vont se passer dans de très bonnes conditions. Et quand j'entends souvent le président de la République parler de la première transition démocratique, c'est vrai que pour la première fois, un civil va remettre le témoin à notre civil élu démocratiquement. Bon, c'est pas seulement cela, le fait d'aller vers une transition démocratique. Je pense qu'il faut surtout remettre le témoin à celui que les Nigériens ont suivi. Et là, lui-même, il aurait rendu service peut-être à son dauphin ou bien à celui qui va le remplacer pour qu'il puisse vraiment diriger normalement. Mais tous les indicateurs quand même sont au rouge. Je pense qu'on sent déjà à quelques mois des élections que c'est un peu tendu, un peu partout. Et ce qui me fait le plus mal, c'est que c'est la jeunesse qui est utilisée par rapport à ça. Quand vous parcourez les réseaux sociaux, c'est des messages de haine que vous voyez. Les leaders politiques aussi souvent ne sont pas prudents. Donc, et ils continuent à entretenir cette jeunesse, à s'attaquer un peu partout. Et c'est ça, généralement, qui amène les problèmes après les élections. Nous avons vu beaucoup de pays, en Côte d'Ivoire, c'est ce qui s'était passé en 2010. Ça a commencé d'abord sur les réseaux sociaux et après, c'est incontrôlable. Donc, je pense que la meilleure manière d'avoir des élections apaisées, il faut d'abord qu'il y ait des élections libres et transparentes. Déjà, le code électoral aussi est un peu source de problèmes. Donc, tant que le code électoral aussi n'est pas consensuel, c'est que dites-vous que nous allons vers des problèmes. Donc, je pense que la balle est dans le camp du chef de l'État. Parce qu'il ne suffit pas juste de finir son mandat et partir. Il faut finir son mandat et faire... Il aura réussi peut-être parce que je vois ils font un bilan positif. Le bilan positif, c'est surtout quand les élections seront vraiment organisées de la meilleure manière et quand on va laisser vraiment le peuple choisir celui que le peuple voudra pour conduire la destinée de notre pays. Donc voilà, moi, comment je vois les choses. Et la balle est vraiment dans le camp du chef de l'État qui, je pense, il tient vraiment beaucoup à cette transition démocratique. Mais pour la réussir, je pense qu'il faut organiser des élections
libre, vraiment libre et transparente, et que le meilleur puisse gagner afin que vraiment notre pays puisse continuer démocratiquement sur la bonne voie. Abdraman Oumour, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci. La suite de ce journal, le palais du 29 juillet a abrité hier les assises du 2e congrès ordinaire couplé à l'investiture du candidat du parti au présidentiel 2020-2021. C'est le président du parti Albadé Abouba qui va briguer pour la première fois la magistrature du pays sous les couleurs MPR Jamhouria. Les temps forts de ces assises avec Adam Soumana et Cheb Guisso. De mémoire des Nigériens depuis l'avènement du multipartisme dans le pays, rares sont les formations politiques qui ont pu mobiliser leurs militants et sympathisants, comme c'est le cas pour le MPR Jamhouria par la présente en ce lieu symbolique pour la démocratie nigérienne. Et quoi de plus normal quand l'on reconnaît la qualité intrinsèque de grand rassembleur de son leader Albadé Abouba. Toute chose qui se justifie par la présence des représentants de la quasi-totalité des formations de l'échiquier politique national à ce 2e congrès ordinaire du mouvement patriotique pour la République. Les assises qui ont vu les participants adopter d'importantes résolutions et recommandations. Le 2e congrès ordinaire du MPR Jamhouria réuni le 19 septembre 2020 à Niamey demande au bureau politique national de veiller à la constitution des dossiers aux élections locales, législatives et présidentielles conformément au texte en vigueur. Consacre l'élection des membres du bureau politique national. Valide la liste des membres du Conseil national. Décide le rehaussement du nombre de représentants de structures et organes au sein du bureau politique national. La fusion des structures de participation des jeunes et des étoiles, dénommée dorénavant Organisation des jeunes patriotes Jamhouria. Décide la création du comité exécutif central, une direction d'orientation stratégique du parti. Décide de l'élection de Albadé Abouba au poste du président du parti. Décide de l'élection de M. Mohamed Izada au poste de secrétaire général du parti. La candidature de son Excellence M. Albadé Abouba comme candidat au président à l'élection présidentielle. Il est aisé de constater que ce rendez-vous se veut également le congrès d'investiture du candidat du parti au présidentiel 2020-2021 en la personne de Albadé Abouba. Un événement que n'ont pas manqué de saluer les représentants des partis, alliés et amis de tous bords confondus. Je suis convaincu que le parcours et la décision que vous prenez aujourd'hui s'inscrira toujours dans le cadre du renforcement de la cohésion nationale et de la stabilité de notre pays. Vous l'avez déjà annoncé lors de votre anniversaire, les Nigériens l'attendaient sûrement. Et aujourd'hui, c'est chose faite. L'appel vous souhaite bonne chance. Je vais vous souhaiter les vœux de succès et je vais vous dire au nom de la CAP 2021 toute la considération que nous avons pour vous et pour ce que vous représentez pour le Niger. Puisse Dieu bénir notre pays. Il est grand temps que ceux qui savent ce que c'est un État reprennent l'État. Il est grand temps qu'on s'assieye pour qu'on parle. N'ayez plus peur de rien du tout. Ceci est la démonstration la plus éclatante du fort lien d'amitié, de fraternité et de partenariat profond qui existe entre nos deux partis. C'est également la preuve de l'amitié profonde entre le maréchal du Tchad, président fondateur du mouvement patriotique du salut, Idriss Déby Itno, et le ministre d'État, président du MPR Jamhouria, Albadé Abouba. Le temps fort de cette rencontre des militantes et militants MPR Jamhouria reste et demeure la remise du fanion du parti au candidat. Une façon de lui donner carte blanche pour défendre dignement et valablement les couleurs du parti aux élections présidentielles à venir. Une responsabilité dont Albadé Abouba mesure toute sa grandeur et celle des résolutions issues de ces conclaves. Un grand jour, non pas uniquement pour la grande affluence qui a marqué les présentes assises, mais surtout par la portée et la symbolique des résolutions qui viennent d'être adoptées par notre congrès statutaire. Ces résolutions, du reste logique et responsable dans le contexte actuel et pour tout parti politique crédible, nous offrent l'occasion de proposer aux Nigériennes et aux Nigériens
notre vision d'un projet de société original et réaliste, fondé sur des valeurs partagées de démocratie, de l'état de droit, de bonne gouvernance, de développement participatif, de justice, de probité et d'équité. Des valeurs dont le Niger a tant besoin pour son développement, qui ne peut cependant se réaliser sans la fraternité et la concertation entre ses filles et ses fils. Pour le mouvement patriotique pour la République Imper Jamhouria, l'avenir, c'est maintenant. Dans le village de Darena, nos reporters Nafis Zakou et Aboubakar Souley se sont intéressés à la vie des femmes de ce village qui ont vu leur production envahie par les eaux de pluie. Le cri de cœur des habitants du village de Darena est vraiment énorme car ils ont tout perdu. Une grande désolation pour ces braves femmes qui ont vu toute leur production partir dans l'eau. Avant, j'amenais les légumes au petit marché. Mais avec cette situation, je n'ai rien. L'eau a tout envahi. Même la nourriture fait défaut. Avant, les femmes de Dreima s'activent nuit et jour pour faire travailler leurs champs. On a besoin d'aide. Le village de Dreima fait pitié. Tout est parti dans l'eau. On appelle les autorités à nous venir en aide. Très triste, ces femmes de Darena lancent cet appel. Même quand l'eau se retire, on n'a rien. L'eau a envahi tout. Les autorités doivent nous aider. On n'a aucun travail à faire. Tous nos semences sont partis dans l'eau. Et le problème majeur, c'est le déplacement. Ainsi, on peut dire que ces inondations ont tout balayé à Darena. Les habitants de ce village ont donc besoin d'une assistance importante des autorités et des bonnes volontés pour avoir de quoi survivre en attendant que l'eau se retire pour peut-être récupérer le petit peu qui leur reste s'il en a. Litige foncier sur fond d'abus de pouvoir et présomption de corruption au 5e arrondissement communal de Niamey, plus précisément au quartier Sagia. Les qualificatifs ne sont pas de nous, mais plutôt du plaignant en personne qui a adressé à cet effet une correspondance à la Halsia. De quoi s'agit-il? Élément de réponse dans ce reportage signé Adam Soumana et Sadoumi. On chasse le naturel, il revient au galop. Dixit une sagesse. Toute chose qui sied avec la gestion du foncier au niveau de la ville de Niamey. Une gestion du foncier marquée par la vente ces dernières années des places dites publiques ou classées. La dernière affaire en date concerne le 5e arrondissement où une de ces places est attribuée à un particulier pour des fins de construction d'une station d'essence qui malheureusement obstrue le passage au voisinage. Une situation que tentent de résoudre à l'amiable les propriétaires des terrains avoisinant le chantier. Le maire de la commune 5 m'a conseillé de vendre mon terrain à celui qui voulait construire la station obstruant l'accès à ma parcelle. J'ai accepté et proposé 50 millions pour l'achat. Mais je ne sais pas pourquoi, le maire et ses collaborateurs ont dit à l'intéressé que je voulais céder le terrain à 10 millions. Un prix auquel le monsieur a opposé son refus tout en me proposant 4 millions. Un refus qui fait croire à ce plaignant qu'il est en bras de fer avec un nanti jouissant d'une certaine complicité.
igoga dimo gomnati gogane meri bumbo gonne fonde no bore goga dabu seno harogo borenga yadi nga meri bumbo ya kabina ka fonda dabu man no murado goda. S'il pense être suffisamment riche pour acheter des terrains, ce n'est pas une place publique qu'il doit payer. Surtout si l'on sait que tout récemment, la ville même a reconnu que ce sont les constructions érigées sur ce genre de lieux qui sont en partie la cause des inondations. Voyez-vous donc, il y a anguille sous roche, notamment quand la Halcia même décide de l'arrêt du chantier de la station et que le monsieur refuse d'obtempérer au vu et au su de la municipalité. amma ilbe kan fi sabilillah hande ikata gara zama asiri seni ba hontesa kadi kay ya kanongo bor fo kan ga faham ane sai ay mi ko halsiya ko ita ay ko halsiya boreta no senno tare ka be hinka hinka ikabata ma costa ina goyo gay goyo go wodira so ya ko goyo kuma sai goyote ay ko halsiya bi fo ko nende heno ikaka dinongo ina tereda nongo ga. Il urge alors que cette situation soit élucidée par la municipalité qui est mise en cause dans cette affaire par les plaignants. Ce journal est à présent terminé. Merci de l'avoir suivi et je vous souhaite de passer une excellente soirée.